Ah ouais? Ça va arriver en cours de route en plus, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une meilleure idée de commencer la journée avec nous de bon matin à 9h. C'est de commencer une bonne journée de salon, ça. De quoi? Ils arrivent, j'ai appelé la boulangerie. C'est la meilleure boulangerie à Neuilly, à savoir. Et les croissants, ils sont où? Kylian, il fait des façons commerce. Très dangereux. Nos pratiques commerciales ce soir. Très dangereux, Kylian. Tous un croissant. Tous. Gino avait installé un... On la relance. Dans une ambiance détendue, on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Donc tu peux faire. Vous avez hier? Vous avez eu combien? On a... Pour comparer un peu les 2 jours. Mais c'est trop en compétition. Il y a pas de compétition. Moi j'aime bien la collaboration. Je vais commencer à raconter des choses. Il y a les gens qui viennent pour 9h, qui viennent pour 9h30. Ouais. N'hésitez pas à venir devant. Il y a plein de places. C'est normal. La journée est déserte aussi. Ils sont mieux deuxième. Ça, c'est là. Je vais commencer à vous poser des petites questions, les amis, pour qu'on rentre dedans tranquillement en attendant les dernières personnes. Bah oui, il faut commencer un peu. Qui était au salon hier? Pas mal. Bravo. Qui est épuisé de journée de salon de hier? Moi. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à la conférence où il y avait Romain, Aline, etc. hier matin? Cool, trop bien. Est-ce que c'était la meilleure conférence de la journée? Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Ah, yes, merci. Qui était à ma conférence complètement improvisée de hier? Super, trop bien. Pas mal, pas mal. Bon score, bon score. Et qui ici suit au moins l'une de nous 5 sur les réseaux, podcasts, machin truc? Ok, moins de gens. Ouais, qui connaît? Génial. Ça, on adore. Du coup, le petit point commun entre nous 5 et nous 8, il y a 3 autres personnes qui sont sur notre stand là-bas, c'est qu'on est tous et toutes des créateurs et des créatrices de contenu sur les sujets entrepreneuriat, freelancing, différents axes sur ces sujets-là. Et on a tous et toutes un podcast ou un blog ou une chaîne YouTube, enfin des choses comme ça. Et du coup, à nous 8 sur le stand, on a des plutôt conséquentes communautés de personnes qui se sont lancées ou qui sont en train de se lancer ou qui ont bien développé leur projet. Et le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous parler de notre expérience d'avoir vu toutes ces personnes et accompagné une bonne partie d'eux ou d'elles à lancer leur boîte, se développer et surtout se stabiliser. Et le but de cette conférence aujourd'hui, c'est pas de vous dire comment devenir millionnaire en 3 jours, bien loin de là, mais c'est de vous parler plutôt de stabilité, de durabilité. Et c'était important pour nous pour faire un sujet de conférence là-dessus cette année parce que si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux en regardant les autres contenus type business qu'on trouve, notamment sur LinkedIn,
on peut très rapidement tomber dans cette espèce de truc-là que j'ai mis à l'écran. La croissance est freinée, il faut faire 1 million, il n'y a que l'argent qui compte, plus de cash, plus de cash, plus de cash. Je ne vais pas citer les noms des personnes qui parlent de tout ça, mais... Non, je ne te regarde pas. Je suis en train de vous sonder pour voir si vous êtes autant saoulés que moi par ces personnes. Mais du coup, on ne va pas du tout parler de ça. Le but, d'ailleurs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on vous souhaite, de faire tout d'un coup des centaines de milliers ou voire millions de chiffres d'affaires du jour au lendemain. Ce qu'on vous souhaite, c'est de créer une entreprise qui est stable, où vous vous épanouissez là-dedans et qui vous permet de durer dans le temps et de vivre ce que vous avez envie de vivre grâce à votre entreprise. Parce que c'est ce qui nous relie tous et toutes ici aussi, et une grande partie de nos clients, je pense presque tous nos clients, c'est qu'on se lance dans l'aventure d'être à son compte, d'être entrepreneur, pour vivre des choses qu'on veut vivre dans notre vie. C'est un moyen pour faire quelque chose, ce n'est pas une finalité parce qu'on veut faire plein d'argent du jour au lendemain. Et j'imagine que vous aussi, vous avez quelque part ça en vous. Ça, si vous êtes déjà lancé, vous êtes lancé pour des raisons spécifiques. Sauf si vous avez envie de vous lancer, vous vous lancez aussi pour des raisons spécifiques. Et du coup, on s'est un peu sondé à nous 5 et on s'est dit, OK, s'il y avait 5 choses qu'on voulait partager pour aller vers la stabilité, la durabilité et l'épanouissement plutôt que vers la croissance effrénée, c'est quoi les 5 choses qu'on avait envie de vous partager? Et du coup, on en a mis sur la table. Chacune son tour, on va prendre la parole sur quelque chose. Et on va bien sûr rebondir les unes entre les autres, apporter des petites clés supplémentaires. Mais on est basé sur 5 choses qu'on avait envie de vous partager. Et je vais commencer par passer la parole à Swan, juste après, avec... bon, voilà, c'est ce que je dis au début. Mais je vais passer la parole à Swan sur, je pense, le truc le plus important en termes de business model qu'on peut vous dire. Tout secteur confondu, tout métier confondu, c'est une chose basique, mais très importante. Je te laisse prendre la parole, Swan. Merci beaucoup. Alors, attendez. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, j'ai envie qu'on parle ensemble de business model. Petite question, qui sait ce que c'est un business model, déjà? Levons la main. Ok, ça va. Pour celles et ceux qui ne savent pas, évidemment, je vous expliquerai. Et qui pense ou qui a déjà pensé que le plus important, c'est de trouver le premier client? Personne? Ok. 2-3 personnes quand même. Ok. En effet, moi, je pense qu'il faut un peu faire attention à ça parce que, alors déjà, trouver le premier client, c'est pas le plus difficile parce qu'on a parfois dans l'entourage, quand on fait des prestations de services, voilà, tonton Jacques ou peut-être Jacqueline qui a besoin d'un site, d'un logo ou de rédaction, etc. Donc on peut trouver facilement son premier client. Le plus dur, c'est de trouver le deuxième, le troisième et d'avoir de l'argent qui arrive régulièrement. Et parce que si on n'a qu'un seul client, le problème, c'est qu'on peut avoir un client qui nous paye très bien pendant longtemps, c'est super. Mais si on n'a qu'un seul client, s'il nous lâche, on n'a plus rien. On est démunis. Et potentiellement, c'est aussi une forme de salariat déguisé. Donc, faisons attention à ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un business model qui vous sécurise, qui est rassurant pour vous et qui fait que vous n'avez pas d'un coup, 2 000, 3 000 euros un mois, puis 200 euros les mois suivants, et qui vous permet aussi d'être rentable. Évidemment, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ne pas gagner 2 000 euros, mais dépenser 1 800, parce que du coup, on n'a pas de bénéfice. Donc pour en vivre, ça va être un peu compliqué aussi. Donc le business model, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un choix stratégique. Donc c'est pas le pourquoi, on vous a sûrement beaucoup parlé du pourquoi, c'est le comment. C'est de quelle façon est-ce qu'on va créer, délivrer et récolter de la valeur et donc générer du chiffre d'affaires. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire un business model qui est vraiment basé sur vous et sur votre cible, donc les entreprises ou les personnes avec qui vous voulez travailler. Parce que si votre cible, elle a un fonctionnement, elle a des contraintes, elle a un environnement, elle a des besoins et des objectifs qui sont spécifiques et que vous avez aussi les vôtres, évidemment, il faut s'adapter. Si vous voulez faire du groupe, mais que votre cible, elle vous dit non, moi je veux de l'individuel, du one-to-one, comme on dit dans le business game, forcément, vous n'allez pas vendre à votre cible, parce qu'elle, ce qu'elle attend, c'est l'individuel. Donc il faut aussi trouver un juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Il y a plein de business models différents. Donc le plus courant quand on est freelance, c'est, j'imagine qu'il y en a, de la prestation de service, soit en individuel, coaching, prestation one-to-one, ça peut être de l'exécution, ça peut être de la stratégie, du conseil, ça peut être du groupe aussi. Comme je l'ai évoqué, il y a de la vente de produits, on a beaucoup la formation en ce moment, les e-books, les templates, il y a aussi l'affiliation, ou tout ce qui va être apport d'affaires. Donc soit on fait la promotion de produits pour d'autres personnes, on gagne de l'argent comme ça, soit on apporte des clients à des partenaires.
Et on a aussi tout ce qui va être abonnement. Je pense que tout le monde connaît Netflix. Et donc, c'est un système qui est récurrent. Ça, pour le coup, c'est génial. Tous les mois, on paye pour avoir accès à un catalogue, à du contenu, peu importe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment trouver le juste milieu. Personnellement, de mon expérience, j'ai commencé comme graphiste illustratrice. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Ok. Ouais. Un petit peu, ouais. Et donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais au début, je commençais à faire un petit peu à droite, à gauche. Je prenais ce qui tombait. J'avais pas trop d'offres claires. Et donc, j'avais pas de visibilité sur le chiffre d'affaires qui allait rentrer. Donc, c'était un petit peu instable pour le coup. Et là où j'ai vraiment performé, où j'ai vraiment eu ce que je voulais en termes de business, c'était quand j'avais une offre claire, qui était plutôt une expérience sur 3 mois, où je faisais un rebranding total pour le client. Et là, moi, je savais que tous les mois, il y allait avoir la somme totale divisée par 3 qui allait tomber. Je pouvais prendre peut-être 2-3 clients. Et ces clients-là, j'allais essayer de les fidéliser. Et le top, c'est si vous pouvez ensuite avoir du suivi avec eux et vraiment essayer de ne pas penser mission one-shot. Parce que une mission one-shot, c'est très bien, mais si on a une petite audience au début, ça veut dire qu'il faut tout le temps chercher des nouveaux clients, des nouvelles clientes. Donc, c'est fatigant. Et puis, on ne connaît pas forcément beaucoup de gens. C'est fatigant. Il vaut mieux essayer de privilégier la quantité au lieu de la qualité. Mais non, la qualité à la quantité et avoir vraiment des relations qui sont fortes. Et en plus, on a le luxe quand même d'avoir le choix. On peut choisir nos clients quand on est à notre compte et ça, c'est quand même incroyable parce que le salariat, on nous dit voilà, tu fais tel projet, c'est tel client et c'est comme ça. Là, vous pouvez choisir vos clients, donc essayez de trouver 2-3 clients qui sont au début vraiment bien choisis, bien sélectionnés, avec qui vous allez créer une relation très très forte. Et ensuite, évidemment, si vous voulez, vous pouvez agrandir, mais commencer par des missions sur le long terme pour vous assurer une sécurité et ensuite développer votre réseau. Et je fais la transition. Si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, en attendant que Kylian prenne la parole, ce que beaucoup de freelances vivent, c'est ces fameux pics de montagne russe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, ce que vous partage Swan et ce qu'on essaye de vous faire passer avec cette slide, c'est de vous dire, optimisez pour la récurrence de paiement. Donc idéalement, vous avez des clients qui vous payent tous les mois. Et ça, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus prévisible. Et vous pouvez anticiper, OK, à tel moment, il y a a priori tant de chiffres qui va rentrer. Et ça stabilise la barque plutôt que de faire des grands pics comme ça. Yes. Alors, moi, je ne parle pas ensuite, mais je voulais rajouter un truc justement sur ce que disait Swan. C'est que parfois, on imagine la récurrence comme forcément un modèle sur abonnement, un membership, une adhésion, des choses qui sont naturellement récurrentes. Mais c'est très intéressant aussi de réfléchir en se disant comment est-ce que vous pouvez presque designer votre activité et vos actions commerciales pour qu'elles soient récurrentes. Exemple, vous avez travaillé avec un client, c'est potentiellement la personne qui elle-même peut demain soit le plus facilement retravailler avec vous dans le futur, soit le plus facilement vous recommander d'autres personnes avec qui travailler. Donc, je prends un exemple. Moi, j'ai reçu un mail il y a quelques temps d'une fille qui s'appelle Lola, qui travaillait avec moi, qui avait fait une présentation pour moi, qui avait mis en forme une présentation que je donnais. Et Lola, elle m'a envoyé un message 6 mois après en disant « Kylian, j'ai envie en 2023 de travailler avec plus de gens comme toi, qui partagent telle valeur. Est-ce que tu aurais d'autres personnes à me recommander ?» Bon, ça, typiquement, c'est une action où c'est pas un modèle par nature récurrente, mais par contre, dans sa façon de penser le truc, elle design son activité et ses actions commerciales pour stimuler la récurrence. Moi, Lola, si à ce moment-là, je pense à quelqu'un avec qui a besoin de ses services ou qui pourrait bénéficier de ce qu'elle fait, je suis la meilleure personne pour la recommander parce que j'ai adoré son travail. Et donc, naturellement, elle pense le truc comme ça pour que la récurrence se fasse d'elle-même. Et je pense que c'est la même chose un petit peu dans tout. Si vous pouvez favoriser dans ce que vous faites, dans vos démarches, de pouvoir incentiver, pousser, encourager vos anciens clients, soit à retravailler avec vous, soit à vous recommander à d'autres clients similaires, c'est gagné et ça permet de stabiliser le chiffre d'affaires aussi. Complètement. Et c'est une compétence qui est bien plus simple et fluide de se concentrer sur les gens qui connaissent déjà la valeur de ce qu'on apporte pour soit retravailler avec eux, soit leur faire nous recommander auprès d'autres, que d'aller toucher des parfaits inconnus. Souvent, on est obsédé, on a envie de travailler avec des nouvelles personnes, que de nouvelles personnes nous découvrent, et ainsi de suite, alors qu'on peut avoir un business hyper stable, hyper épanouissant, avec 5-6 clients qui continuent de travailler avec nous sur la durée. Et c'est bien plus simple et potentiellement bien plus épanouissant de faire comme ça, plutôt que de tout le temps être en train d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Est-ce que ça va, les amis, que je passe au prochain point? Si jamais on reviendra sur les questions à la fin, etc., il y aura peut-être des points là-dessus. On va passer la parole à Romain, qui va nous parler d'un sujet qui fait un peu suite à ce qu'on disait là, tout du coup. Exactement, donc ça fait carrément suite à ce qu'on vient de dire. J'imagine que vous avez entendu pas mal de choses autour du networking. Le networking, le réseau, si vous êtes là, c'est que potentiellement ça vous parle un petit peu quand même, le networking. Alors, il y a
une donnée que j'aimerais vous partager, que vous pouvez noter sur votre carnet, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont des carnets, c'est qu'en fait, dans une vie, vous allez, moi aussi, rencontrer 5000 personnes. Au-delà des gens que vous rencontrez régulièrement, votre famille par exemple, vous allez rencontrer 5000 personnes à peine dans une vie, rencontrer, discuter, échanger. C'est pas beaucoup, 5000 personnes. Et donc comment on fait pour être intentionnel et pour justement profiter au maximum de ces rencontres, en faire vraiment des rencontres qui comptent, qui sont importantes. Donc du coup, j'aimerais vous partager 3 clés assez simples que vous pouvez noter sur votre petit carnet et qui va vous permettre de développer votre réseau. Donc première clé, optimiser ce que j'appelle les bulles de réseau. Autour de vous, vous avez des gens que vous côtoyez. Quand vous allez au yoga, quand vous allez à la salle de sport, quand vous allez faire vos hobbies, vous avez des gens que vous côtoyez régulièrement, des proches. Ces gens-là, en général, on les voit une fois par semaine et puis on ne les voit plus. Faites un petit pas en plus. La personne que vous côtoyez à la salle de yoga, peut-être que vous allez boire un café avec elle. Essayez de connaître des gens qui sont proches de vous, des petites bulles autour de vous. Ça, c'est ultra sous-estimé, alors qu'en fait, votre réseau, il commence par là, par les petites bulles de réseau qui sont autour de vous. Et je suis sûr que là, vous êtes déjà en train de vous dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y a telle personne à la salle de sport qui est assez sympa. » Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est d'aller parler aux inconnus. Quand on est gamin, on nous dit « Ne parlez surtout pas aux inconnus ». Non. Là, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous allez devenir entrepreneur. Quand vous êtes entrepreneur, il faut aller parler aux inconnus. Parce que c'est les inconnus qui ont votre futur entre leurs mains. C'est ça qu'il faut vraiment vous rappeler. Et là, aujourd'hui, vous avez plein de gens autour de vous que vous ne connaissez pas. Et je vous invite à la fin de la conférence à aller leur parler. Discuter. À côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui sera un prescripteur. Ce qu'on disait hier. Ce qu'on disait hier dans la conférence, il y a peut-être quelqu'un qui va vous changer votre vie quelque part. Les inconnus, il faut aller leur parler quand on est entrepreneur. Ça, c'est hyper important. Et troisième point que je voulais vous partager, c'est de créer du contenu, d'être votre propre média. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous multiplier. Alors qu'avec du contenu, peut-être que vous allez publier un post et que ce post il va être vu par 3000 personnes. Et donc vous allez multiplier les points de contact. Créer du contenu, devenir votre propre média, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de développer votre réseau. On aura le temps d'en parler évidemment. Et je voulais juste terminer par un point. Il y a une citation que j'adore, qui est une citation d'un mec qui s'appelle Brian Tracy, qui est un conférencier américain qui doit avoir 80 ans, et qui parlait du réseau et qui disait « Il faut donner en oubliant... » C'était pour savoir... Mardi matin, mardi matin, on reprend... Alors, non. Je vois laquelle tu veux dire en plus, elle est trop bien. Alors voilà. On reprend. Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. Je me trompe à chaque fois. Donner sans se souvenir et recevoir sans oublier, c'est ça. Et du coup, voilà, rappelez-vous de ça. Et c'est comme ça aussi qu'on développe son réseau, en ayant cette dimension un peu de don, donner de soi-même, aller voir la personne à côté de vous, essayer de sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas, vous allez rencontrer 5000 personnes dans votre vie. Faites en sorte que ce soit intentionnel. Voilà. Et moi, j'ai envie de rajouter un petit truc aussi qui m'inspire beaucoup sur ce sujet et qui parle un peu de ce qu'on vit, nous 5, plus les 3 autres, nous 8 sur le stand. C'est que quand vous avez des gens avec qui vous appréciez passer du temps, appréciez travailler et qui sont dans le même écosystème que vous, s'il y a de l'appréciation là-dedans, ces personnes vont chercher des opportunités à créer pour faire des trucs ensemble. Nous 5-8, on s'adore, on passe du temps ensemble, on aimerait en passer beaucoup plus ensemble. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une occasion de faire un truc, on essaie de la saisir. Et le fait d'être ici au salon, c'est quelque part pour nous juste une occasion de passer 2 jours ensemble, s'amuser, faire des trucs cool comme cette conférence. Et en plus, c'est bon pour nos entreprises. Un exemple qui s'est passé, c'est que hier, j'ai eu la chance d'aller à France Bleu, à la radio, notamment grâce à une merveilleuse personne qui est assise au fond de la salle, qui fait partie de mon réseau. Et du coup, ils m'ont parlé hier de « est-ce que tu n'as pas d'autres personnes qui ont bien réussi, etc. » J'ai mentionné des gens de notre groupe. Et du coup, on se fait des espèces de passes décisives comme ça, parce qu'on s'apprécie, on a envie de voir les autres progresser, même si nous, ça ne nous apporte rien, entre guillemets, de le faire. On se fait des passes décisives. Donc si vous avez un groupe comme ça de personnes autour de vous avec qui vous avez avancé ensemble, vous allez chercher à comment est-ce qu'on peut s'entraider à tout avancer ensemble. Et ça fait vraiment partie des choses qui nous font avancer.
Et ce qui est un peu dur parfois, c'est aussi de briser la glace. Je pense que Romain parlait des inconnus, donc on pourrait faire un truc puisqu'on est tous là et nous on est sur scène depuis un petit quart d'heure et nous on est là un petit peu devant vous. On va vous faire bosser aussi pendant 1 minute. Vous allez parler pendant la minute qui vient à la personne à la gauche de vous ou à votre droite, une des deux, et juste lui dire votre prénom et ce que vous faites pour casser la glace entre vous. Et à l'issue de cette minute, on reprend la conférence, mais ça permet comme ça de briser un peu la glace. Et peut-être qu'en sortant tout à l'heure, vous allez croiser cette même personne dans les rues du salon. Je ne sais pas si c'est des rues, mais dans les allées du salon. Dans les rues du salon. Et vous allez vous dire, ok, c'est bon, on a brisé la glace, je la connais, Caroline, un petit peu maintenant, on y va. Et ça va peut-être permettre de créer une bonne connexion qui amènera peut-être des choses en rapport avec un business un peu plus stable. 1 minute, c'est parti. Alors, on va faire 1 minute par personne. C'est vrai. Enchanté, c'est Yann. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je crée Inspiration Créative. Bonjour Thomas, enchanté. Moi j'ai rencontré une secte. C'est grave rassurant, c'est comme ils sont pas prêts. C'est toi après là? Je crois, et c'est Kylian à la fin. Ah non, je crois que c'est à la fin. Attends. Ah oui, c'est possible. Ah non, c'est Kylian, elle va les spoil. On regarde la meilleure pour la fin. J'allais dire, est-ce que je peux prendre un peu de temps parce que j'aimerais bien les. Si t'as envie de rebondir sur les trucs et tout, prends le micro, fais un truc. Ah, Non, mais genre à la fin sur ma partie prends productivité ton temps, organisée. on est large, il est 9h30, on a encore une demi-heure là. Ça fait 1 minute, je vous invite à passer à l'autre personne, inversé. Si jamais vous avez terminé, parlez à quelqu'un d'autre. C'est bien, tout le monde joue le jeu, c'est bien, très bien. Ok, très bien, on va reprendre. Si vous êtes triste de terminer cette conversation, c'est bon signe. Ça veut dire que vous allez pouvoir... Kylian, voyons, ça fait mal aux oreilles. Je vais me Ok, permettre. on va reprendre. Donc je disais, si jamais vous êtes frustré que cette conversation se termine, c'est très bien. À 10h, quand la conférence sera terminée, ça vous permettra de reprendre et de continuer à découvrir vos voisins. Donc enchanté tout le monde, moi je m'appelle Kylian. Mais non, mais on ne s'est pas présenté au début, donc voilà, petit à petit on se présente à vous. Alors moi je suis toujours un peu stressé quand je fais une prise de parole comme ça. Et d'habitude je ne le mentionne pas. Mais j'étais en train de réfléchir à comment j'allais introduire un peu ce que je voulais aborder. Et vous allez voir que ça a du sens aujourd'hui. Donc là, j'ai la main qui tremble un petit peu, je ne sais pas trop tout ce que je vais vous dire, etc. Mais vous allez voir que ça a du sens par rapport à ce que je voulais aborder aujourd'hui. Donc je vais vous partager un troisième point qui me paraît important pour construire, une activité qui est stable, qui est durable, qui tient dans le temps, qui est robuste. C'est faire des actions différentes qui sortent du lot. Comme vous avez pu le faire là. Peut-être que vous avez discuté avec des inconnus. Bon, il va peut-être se passer des belles choses derrière. On ne sait pas. On croise les doigts. On espère. C'est marrant ce truc-là parce que spontanément, c'est pas le genre de truc qu'on dirait dans une conférence où on cherche la sécurité, la stabilité, les sentiers battus. On aurait plutôt tendance à dire des trucs vraiment qui rassurent, qui sécurisent, qui sont peut-être déjà entendus. Mais en réfléchissant à cette conférence avec Thomas et puis les 3 autres larrons, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter. Et moi, je me suis dit que c'était un principe, une leçon qui me paraissait intéressante à vous transmettre, parce que c'est très contre-intuitif, mais plus vous allez faire des choses qui sont différentes, qui sortent du lot, plus vous allez être en sécurité avec votre business. On a l'impression que c'est une prise de risque de sortir du lot ou de faire des choses différentes, alors qu'en fait, c'est souvent là que vous allez construire votre crédibilité, vous allez montrer aux autres ce que vous faites, vous allez faire vos preuves, vous allez essayer de vous distinguer, et vous allez aussi faire un pas de côté par rapport à tous les autres et toutes les autres activités, que ce soit vos compétiteurs ou d'autres gens qui naviguent dans vos milieux. Si je prends
rapidement les 4 personnes qui sont devant moi. À leur niveau, à plein d'égards, dans leur parcours des dernières années, il y a eu des moments où ils sont sortis du lot. Thomas a lancé je pourrais en citer plein pour chacun, je vais en faire un. Thomas a sorti un podcast qui s'appelle Young While on Freelance. Aline, super compte Instagram où elle donne des conseils depuis combien d'années maintenant 4 ans, voilà, génial. Swan, pareil, super compte Instagram, elle partage plein de choses, elle se positionne sur un branding un peu audacieux avec des couleurs, quelque chose qui pète et qui sort du lot dans ses prises de parole aussi. Romain, j'allais dire il a fait un podcast mais il en a fait plusieurs, dont le dernier en date qui s'appelle Stratège, et ce ne sont que des exemples, je pourrais en citer pour chacun d'entre eux plein. Et je suis sûr que si on faisait l'exercice rapide dans la salle de dire ok, qui a une activité qui fonctionne bien, qui a une forme de succès, même si c'est très dur à définir, je pense que si on creusait et qu'on faisait peut-être l'exercice en live de dire voilà comment tu communiques, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que ça marche, je suis sûr qu'il y aurait des liens avec cette idée de sortir du lot, prendre la parole. Il y a une logique que j'aime bien et que je trouve intéressante à vous partager aujourd'hui sur cet aspect de sortir du lot pour stabiliser une activité. C'est celui de dessiner la carte plutôt que de la lire. C'est un truc qui m'a beaucoup parlé, moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai développé mon activité. C'est que dans le monde dans lequel on vit, il y a une sorte de carte qui existe, qui est connue, qui est dessinée par la société dans son intégralité. Donc si vous voulez être avocat ou médecin, vous allez faire des études d'avocat, vous allez passer le barreau, vous allez rentrer dans une belle boîte d'avocat, vous allez commencer à défendre vos clients et vous allez obtenir une forme de stabilité financière, une forme de succès peut-être pour vous, si c'est ces mesures de succès-là, et vous allez avoir une carrière qui va se développer. C'est génial, la carte est dessinée à cet endroit-là. Et c'est super, si vous voulez devenir médecin, pareil, bon, c'est pas facile, mais vous savez comment faire, il y a des études, etc. etc. Et il y a plein d'autres endroits qui ont souvent des retours sur votre investissement de temps qui vont être beaucoup plus asymétriques, vous allez avoir parfois beaucoup plus de succès qui vont sortir, sur des endroits qui n'ont pas encore été dessinés de la carte. J'essaie de vous expliquer ça clairement. On va voir si vous me suivez jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous lancez, ici on n'est pas sur des logiques de levée de fonds ou de start-up, mais quelqu'un qui va faire une start-up qui va peut-être révolutionner le monde, bah sur le papier au départ, la carte n'est pas du tout dessinée. C'est super compliqué pour lui d'émerger, mais si ça marche, les retours qui vont en sortir vont être très très importants et souvent beaucoup plus importants que l'avocat qui pourtant lui aussi a une sécurité financière qui est super stable et super intéressante. Et je pense que c'est la même chose pour nous en tant qu'indépendants, en tant que créateurs de contenu, en tant que chef d'entreprise, dirigeant, de se dire, ben voilà, en fait, quand on fait des actions différentes, quand on essaye d'aller dans nos périmètres, dans nos secteurs, à un endroit un peu moins dessiné de la carte, qu'on essaie de sortir du lot, qu'on essaie de faire des choses avec audace, qu'on essaie de faire preuve un petit peu de manière de se distinguer, c'est aussi à cet endroit-là que vous allez avoir des retours qui sont beaucoup plus importants. Ça va être plus dur, parce que vous ne pouvez pas lire la carte, elle n'est pas encore dessinée. Par contre, si vous faites l'effort, vous, d'aller la dessiner et de vous dire, OK, comment est-ce que je pourrais essayer, sur ces sujets qui m'intéressent, sur la productivité ou sur ce sujet pour aider mes clients, d'aller plus loin que la plupart des gens dans leur recherche, naturellement, vous allez aussi vous distinguer et avoir des retours, notamment en termes de clientèle, qui vont être diamétralement opposés à ceux de vos concurrents. Et donc, si j'ai un petit message, moi, aujourd'hui, que j'aimerais vous transmettre là-dessus, c'est essayez d'aller à votre niveau. Ça n'a pas besoin d'être révolutionnaire, vous n'avez pas besoin d'inventer la roue. Essayez juste, à votre niveau, d'aller faire preuve d'audace et de vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire là, qui serait un petit peu différent, qui serait un peu audacieux, qui me permettrait de dessiner la carte à mon niveau, et par cet intermédiaire-là, de surprendre mes clients, de les aider, de leur apporter peut-être une vue qu'ils n'avaient pas vue, et de changer un petit peu leur vie grâce à ça. Et je pense que très naturellement derrière, vous allez faire un pas de côté, très naturellement, et attirer aussi vers vous des clients et donc une stabilité, et si on combine ça avec les autres principes de mes camarades, une activité qui est stable et pérenne. Et je terminerai un petit exemple. Il y a quelques années, moi j'ai lancé un podcast qui s'appelle Inspiration créative, où j'allais à la rencontre des créateurs les plus fascinants. Et dans ce podcast-là, le 10e épisode, je suis allé interviewer Bernard Werber. Je ne sais pas à main levée qui connaît Bernard Werber. Bon, Bernard Werber, pour vous le situer pour les autres, c'est un auteur de fiction qui a vendu à peu près 30 millions de livres. Mon respect, moi je viens de sortir un livre qu'on dédicace juste après, j'en ai vendu 1000, je suis déjà très content. Lui, il en a vendu 30 millions, donc respect, merci, bravo. Donc je suis allé l'interviewer, super interview, vous pouvez aller l'écouter d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est vraiment une personne incroyable. Et à la fin de l'interview, il m'a dit cette phrase que je trouve très belle, et je pense qu'il colle bien à cette fin de troisième principe qui est « Le clou qui dépasse attire le marteau ». Et donc je me suis dit, s'il y avait quelque chose que je voulais vous transmettre pour terminer, c'est si vous pouvez chacun à votre niveau essayer d'être ce clou qui dépasse dans vos activités,
en construisant votre média, comme Romain le mentionnait, ou en cherchant une manière différente de faire votre business model, et peut-être ce que mes compères vont partager derrière, vous serez peut-être ce petit clou qui dépasse, et donc vous allez attirer aussi le marteau, et c'est bon signe d'attirer le marteau parfois, pas pour rentrer dans le rang avec les autres clous, mais aussi pour attirer autour de soi des clients et des gens intéressants avec qui travailler. Trop bien, merci Kylian. Un truc que j'ai envie de rebondir en plus là-dessus, vous pouvez l'applaudir si vous voulez, hein. J'ai entendu, on voulait l'applaudir. C'est que ce qui est hyper intéressant avec ça en plus, c'est que c'est quelque part un muscle qu'on développe d'aller tester des nouvelles choses, expérimenter, sortir du connu pour aller vers l'inconnu. Et ça, ce muscle-là devient tellement important quand on a des choses pas prévues ou malencontreuses qui se passent dans nos entreprises pour revenir à la sécurité et la stabilité. Et si on n'a pas musclé ce muscle, le moment où on a le plus besoin, c'est le moment où on a le moins les ressources pour aller le muscler. Donc si on a cette pratique régulière de toujours, ok, qu'est-ce que je peux faire de nouveau, comment je peux me tester, qu'est-ce que je peux expérimenter, le moment où on aura vraiment besoin de ces compétences, on les aura déjà développées dans des moments où on en avait moins forcément besoin. Donc je trouve que c'est une super pratique à intégrer de manière quotidienne. Et dans la même logique, vous avez fait un petit exercice juste avant, je ne vais pas vous faire reparler à vos voisins, rassurez-vous, mais si certains aujourd'hui, ce conseil-là, ça vous parle, vous dites ok, moi j'ai envie d'être plus audacieux ou je sens que j'ai besoin de sortir du lot, etc. On est tous aujourd'hui, on est 5 plus 3 autres qui sont sur le stand Freelance à la Une. N'hésitez pas à venir nous voir. Moi, c'est un de mes régals de prendre quelqu'un et d'essayer de titiller avec lui comment on peut aller chercher plus d'audace. Donc venez me voir et ça pourrait être super cool de discuter de ça et de peut-être trouver des manières de vous distinguer, d'être plus audacieux et de sortir du lot dans votre activité. Venez, franchement, on est là pour ça, donc autant rentabiliser votre salon. Je vais rebondir sur un dernier truc. J'adore ton point de vue, Kylian. S'il y en a parmi vous qui cherchent un exercice à faire, qui disent mais moi j'ai compris le principe, mais je ne vois pas comment est-ce que je peux le faire dans mon activité, dans mon business. Je ne sais pas c'est quoi quelque chose d'audacieux, je ne sais pas comment sortir du lot. Moi, il y a un exercice que j'ai fait en lançant mon business qui m'a énormément aidé. C'est de prendre 3 entreprises qui m'inspiraient. Je vous donne des exemples juste après. 3 entreprises qui m'inspiraient énormément, de voir qu'est-ce qui m'inspirait chez elles et d'essayer de répliquer ça à mon échelle dans mon embryon de business que j'avais à l'époque. Et pour vous dire un petit peu, moi, les entreprises que j'ai prises, la première, c'était Michel Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez les gâteaux, les biscuits apéritifs, etc. Ce qui m'inspirait beaucoup chez eux, c'était que c'était des produits super quali, grand public, mais qui avaient une espèce de touche d'humour dedans qui était incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les emballages Michel Augustin, on peut passer des heures, mais même ne serait-ce que dans la liste des ingrédients, ils ont glissé des vannes de partout. Et du coup, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que même si vous allez lire mes CGV ou mes mentions légales sur mon site internet, vous allez trouver des vannes dedans. Et vous allez aussi, j'en mets plein sur mon compte Instagram, dans mon contenu. Donc ça, c'était une première manière que j'ai eue de répliquer ça. Une deuxième entreprise qui m'inspirait énormément, c'était Apple, rien à voir. Pour l'excellence des produits, toujours en amélioration. Le fait qu'ils proposent peu de produits, mais de très très grande qualité, et qui fonctionnent en circuit fermé. Vous ne verrez jamais Apple faire des collaborations, de la pub, enfin de la pub si, mais genre des promos, des trucs comme ça. Et pareil, j'ai répliqué ce principe-là dans le business où tout est créé à circuit fermé. Je ne fais pas de sponsoring, je ne fais pas de partenariat, ou alors uniquement avec des solutions que j'utilise à titre personnel, genre ma banque ou des choses comme ça. Et en fait, je continue comme ça à itérer dans mon business. Donc, demandez-vous quelles sont les entreprises aujourd'hui, mais de tout secteur confondu, qui vous inspirent et pourquoi. Et comment est-ce que vous pouvez copier certaines de leurs stratégies, certaines de leurs actions pour les faire infuser dans votre business. C'est à mon tour de plomber l'ambiance. Parce que je vais parler de quelque chose qu'on voit, je pense, chez toutes nos clientes, que l'envie n'est pas là vraiment. C'est le fait de mettre un peu de mesure, un peu de conscience sur qu'est-ce qui se passe à quel endroit, comment est-ce que ça marche bien, etc. Et la petite anecdote par laquelle je voulais démarrer pour parler de ça, c'est une cliente que j'ai eue en coaching récemment. On a fait un cycle de 3 mois. Ça fait 15 ans qu'elle est à son compte. Son entreprise tourne plutôt bien. Elle a 5 ou 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et on parlait, du coup, la thématique des séances de coaching, c'était sur le fait qu'elle est épuisée, elle est fatiguée, elle a l'impression de devoir travailler tout le temps pour que ça fonctionne. Et du coup, une des premières choses qu'on a faites, c'est que je lui ai dit, est-ce que ça te dit, on se pose et on calcule ta rentabilité? Et ça fait 15 ans qu'elle est à son compte, elle ne l'avait jamais fait une seule fois. Et on s'est rendu compte que la seule manière pour que son business model tienne debout, c'est qu'elle bosse 5, voire 6 jours par semaine pour ses clients. Et du coup, forcément, après, la compta, il faut trouver un autre moment pour le faire. Les trucs de développement, il faut trouver un autre moment. Et qu'en fait, elle sous-estimait drastiquement la valeur qu'elle apportait à ses clients, ses prix. Enfin voilà, les chiffres, juste, ça ne marchait pas, quoi. Donc ça fait 15 ans qu'elle était en mode, OK, ça marche, c'est cool et tout, mais seulement
a son espèce de force surhumaine de bosser tout le temps et de, par grande chance, pas tomber dans un burn-out après 15 ans. Et donc ça, c'est un truc qui est hyper important, à mon sens, que beaucoup de nos clients et nos clientes sous-estiment, c'est d'avoir des vrais systèmes de mesure qui vont pas nous plomber le moral, mais qui sont simplement honnêtes avec nous-mêmes de « Ok, à cet endroit-là, est-ce que je suis rentable ? Est-ce que je suis pas en train de beaucoup trop travailler et ça marche parce que j'ai cassé mes prix ? Et à quel point est-ce que je suis en train de trop travailler ? Mesurer à quel point est-ce qu'on travaille, les heures qu'on met à quel endroit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre toutes ces heures à cet endroit ? Est-ce que cette chose-là que je fais 2 jours par semaine, est-ce que ça marche vraiment pour moi ? Et de mettre en place ces différents systèmes de mesure. Et quelque chose que j'ai vraiment envie de dire là-dessus, c'est que je le vois chez beaucoup de mes clients, je ne sais pas si c'est votre cas les amis, mais il y a des gens qui mesurent que le chiffre d'affaires. Leur seul outil de mesure de est-ce que mon entreprise est en train de réussir, c'est est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Alors que ce n'est pas du tout le seul indicateur. Et d'ailleurs, c'est l'indicateur qui est le plus optimisé à vous déprimer. Parce que les fois où ça ne marche pas, j'ai tellement de gens qui viennent me voir en disant qu'ils sont tristes, qu'ils ont des enjeux de santé mentale, presque qu'ils dépriment parce que le chiffre d'affaires il n'est pas en train de monter. Alors qu'à côté, ils construisent des atouts incroyables pour leur boîte. Ils sont en train de développer un réseau génial ou alors de grossir une liste email et d'avoir des prospects qui rentrent avec qui ils ont des conversations géniales et qui peuvent relancer dans le temps. Ils ont un CRM qui se remplit. Ils ont plein de choses hyper positives qui se passent. Mais comme ça ne conclut pas là, maintenant et tout de suite et qu'ils mesurent que le chiffre d'affaires, bah, leur santé mentale, elle est en train de s'écrouler. Et le moment où ils pourront remettre l'action qui peut-être refera monter, bah, ils n'auront plus d'énergie. Donc souvent, une recommandation que je fais, c'est de ne mesurer pas que le chiffre d'affaires, mesurer plusieurs indicateurs qui vous permettent de diluer votre attention sur « Ok, ça monte, ça monte pas, c'est triste, j'aimerais que ça monte, mais ça monte. » Et je peux transformer cette chose-là en les autres indicateurs. Donc, ça sera différent pour nous tous et nous toutes. Je ne peux pas vous dire ici, il y a ces 5 indicateurs magiques que tout le monde devrait suivre. Apprenez à vous connaître, vous et le fonctionnement de votre entreprise. Testez de mesurer des choses pendant 3 mois. Ça va vous donner plein d'indications sur la santé de votre boîte. Et ensuite, vous allez pouvoir peut-être les 3 mois après mesurer autre chose parce que vous dites, bon, j'ai mesuré ça ne m'a pas aidé, je vais mesurer autre chose et apprendre. Mais tout ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas le faire grandir. Quand on mesure quelque chose, ça nous aide à nous mettre notre attention dessus pour le faire se développer. Donc ça, c'est un point hyper important. Moins fun qu'avoir des idées audacieuses et aller tester des choses, mais ça fait vraiment partie de ce que, personnellement, a vraiment changé ma manière d'entreprendre et m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que, du coup, c'est important pour nous toutes. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus. Très bien, j'ai été... Allez, une phrase de conclusion, Pauline. Hip hip hip, hurrah! En fait, juste une seconde, Thomas, je peux... Ouais, il y a un truc, Alain m'a fait penser à un truc que je trouve intéressant, qui est réfléchir en termes de stratégie de bottleneck. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais c'est un truc sur lequel je me suis renseigné récemment, que je trouve très intéressant et qui est assez logique, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs dans les modèles japonais de production de voitures, de toujours repérer quel est le point d'engorgement dans ta chaîne de production. Donc, par exemple, dans ce que disait Alain, dans ton activité, tu peux la suivre à la fin, quel chiffre d'affaires, ou tout le long, et voir où est-ce que ça pêche. Là, tu n'as pas eu assez de rendez-vous, donc ça pêche, et le chiffre d'affaires va en pâtir. Et je trouve ça intéressant de se dire à tout moment, quand je regarde mon activité actuellement, tout le flux, tout le flow de tout ce que je fais, quel est l'endroit où il y a un point d'engorgement ? C'est-à-dire un truc qui bloque et où l'entonnoir va être plus gros avant et plus gros après, et où là, ça serre et le tuyau n'est pas assez grand pour que ça passe. Et se poser la question, quel est le plus gros bottleneck à l'instant T dans ma boîte et comment est-ce que je peux mettre tous mes efforts pour le débloquer et le travailler. Je pense que si on se concentre sur ça, très rapidement, en fait, on va fluidifier un petit peu toute l'activité et ça va aboutir aussi à la fin à quelque chose de plus serein, plus stable, plus périn. Goulot d'étranglement, j'ai dit point d'engorgement, mais ça marche aussi. Je peux monter sur la scène ?
Parce que non, mais c'est important. Et alors, tu me fais le maître du temps parce que quand on me lance sur des sujets comme l'organisation, je peux partir pendant genre toute la journée. 10 Ok, du coup, dernier point, organisation. Et quand je parle d'organisation, je ne peux pas en parler sans parler aussi de productivité, de santé mentale. Parce que pour moi, les trois sont liés. Et je fais partie de ces entrepreneurs qui sont, à titre personnel, mais je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, tellement passionnés par ce qu'ils font qu'on mange, on boit, on respire notre business, notre thématique. Et du coup, on ne voit pas les signaux de l'épuisement. Je ne parle pas de burn-out parce que ça, c'est un terme médical et on n'est pas médecin ici. Mais je fais partie de celles qui adorent flirter avec l'épuisement de temps en temps parce qu'en fait, je ne sais pas écouter mon corps et je ne sais pas écouter ma productivité, mon niveau d'énergie parce que je me base uniquement sur mon cerveau et la passion que j'ai à faire ce que je fais sans écouter les signaux à côté. Est-ce que ça parle aussi un peu à certaines personnes Alors déjà, merci à ceux qui ont eu le courage de lever la main. Je sais qu'il y en a au moins le double qui est en mode comme ça derrière. Ok, du coup, l'organisation, la productivité et la santé mentale, du coup, et physique aussi, c'est hyper, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, important quand on est entrepreneur et surtout quand on veut développer une activité pérenne. Tout simplement parce que, encore plus au début, vous êtes grosso modo votre business et que si à un moment vous tombez malade ou que vous n'êtes pas en mesure de supporter la croissance de votre business, ben, ça ne va pas aller très loin. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place une organisation, et encore une fois, Astérix, productivité, santé mentale, qui va être là pour vous stabiliser, pour soutenir votre croissance, sans devenir non plus un goulot d'étranglement dans votre développement. Je rebondis sur mes chers collègues. Et tout en servant, du coup, la performance, l'excellence. Pour ça, ça ne commence pas par « Ok, je vais faire des to-do list, je vais m'organiser, je vais faire un plan 90 jours, etc. » Pour moi, ça commence bien en amont. Et là, s'il y a des gens qui me connaissent un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de quelque chose dont vous m'avez beaucoup entendu parler. Le chronotype. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du concept du chronotype ? Parmi ces personnes-là, gardez la main levée, baissez la main celle qui ne me connaissait pas du tout. Voilà. Donc, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, on y arrive tout de suite. En gros, l'idée, c'est qu'on part toujours, quand on parle d'organisation, de productivité, de santé mentale, on commence toujours par la connaissance de soi. Parce qu'ici, personne n'a la même productivité, personne n'a le même niveau d'énergie, personne n'a la même vie, n'a le même contexte, n'a les mêmes contraintes autour de lui, personne n'a le même niveau d'énergie dans la journée. Peut-être que moi, ce matin, je me suis levée et puis comme j'étais en pleine forme, n'est-ce pas, je me suis dit, ouais, je peux être debout pendant 15 heures. Et puis Swan, elle s'est dit, moi, c'est pendant 24 heures. Et pas du tout. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment moi je fonctionne ? Quel est mon fonctionnement interne ? Et ça va vraiment être propre à chacun, en fonction déjà de la physiologie de chacun, mais aussi des contraintes, du contexte, etc. Et il y a un super clinicien aux US qui s'appelle le docteur Michael Breus, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Quand faites votre révolution chronobiologique », si jamais vous avez envie d'aller bouquiner à ce sujet, qui dit qu'en gros, il y a 4 grands archétypes de productivité. L'idée, c'est que évidemment, personne ne rentre à 100% dans une case, mais ça peut aider à déterminer des tendances qui nous aident aussi après à déterminer l'organisation qui nous convient. Pour faire un passage très rapide dessus, et je vous mets au défi de voir est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus que les autres, ils sont tous incarnés, ces 4 grands archétypes, par des animaux totems. Il y a le loup, l'ours, le lion et le dauphin. Le loup, ce sont généralement... T'es un loup, toi, Swan ? Tiens, j'aurais dit loup pour toi. Donc, le loup, c'est les lève-tard et couche-tard. C'est les gens qui sont très productifs le soir, très créatifs la nuit aussi. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont ce chronotype loup, mais qui, le matin, franchement, avant 11h, c'est très, très compliqué de se lever, c'est très, très compliqué d'avoir le cerveau qui démarre, etc. Et souvent, les gens qui sont chronotype loup se sentent très mal, parce que c'est pas ce que la société nous apprend comme étant la productivité, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec cette espèce de mantra d'obligation du Miracle Morning, où je trouve que c'est une absurdité, parce que ça correspond qu'à un quart de la population. Voilà. Non, mais ça va à certains profils, mais pas à tous. Et du coup, les loups, ce sont des personnes qui, encore une fois, vont être productifs, surtout l'après-midi et encore plus le soir, créatifs aussi, mais qui, le matin, ne vont pas du tout opérationnels. Et ça, si on le sait à propos de soi, on va pouvoir optimiser ses temps de travail sur l'après-midi, le soir, la nuit, en fonction évidemment des contraintes de chacun, et arrêter de se battre contre son propre rythme biologique en essayant à tout prix d'être productif dès 4 heures du matin, de bouffer du quinoa, de faire du yoga, parce qu'il y a un livre qui a dit qu'il fallait le faire ça. Ça, c'est ce que j'appelle la dictature du quinoa à chaque fois. Ok.
Ensuite, le deuxième chronotype, ce sont les lions. Ça, c'est le chronotype inverse. Ça, c'est le chronotype Miracle Morning de OK. Moi aussi, je suis un lion. OK, franchement, on peut se lever à 5-6 heures du mat, il n'y a pas de souci, on est en pleine forme. Genre, on peut commencer à bosser à 7-8 heures, ça va carburer. Par contre, à partir de 14 heures, il n'y a plus trop personne, quoi. Le soir et tout, peut-être qu'on a un petit regain, un petit ressursaut d'énergie vers 17-18 heures, mais ça dure 3/4 d'heure vite fait, quoi. Tu vois. Et alors, à 22 heures, c'est tisane de dos. Et il n'y a pas de ouais, on est créatif toute la nuit et tout, ça m'arrive jamais, quoi. Ok, ensuite on a les ours. Les ours, on va dire que c'est le rythme le plus calé sur aujourd'hui ce que la société veut nous faire croire qu'est le bon rythme, c'est-à-dire le rythme salarié, entre guillemets. Je suis productif de 9h à 18h, je mets un peu de temps à me réveiller le matin, mais après ça va bien, une fois que je suis lancé, la machine est lancée. Et le soir, ma journée est terminée, et puis je prends le temps pour moi, je prends le temps pour mes loisirs, etc. Et enfin, on a le dernier chronotype qui est le chronotype dauphin. Là, c'est le chronotype le plus rare dans la population. Ça représente à peu près 10% de la population, qui est le chronotype qui a beaucoup de mal à dormir, qui dort 4-5 heures par nuit, qui a souvent tendance, les dauphins, ils ont souvent des tendances un peu aux insomnies, à l'anxiété, les choses comme ça, et qui vont être un espèce de mix entre le lion et l'ours, où ça va être très productif le matin, avec une petite baisse d'énergie en début d'après-midi, puis très productif et créatif le soir, mais c'est surtout caractérisé par très peu de sommeil et une tendance aux insomnies. Alors, quel est parmi ceux-là les chronotypes qui vous ont le plus parlé, où vous dites « Ah, ça me parle un peu plus que les autres » parmi les lions? Ok. Les loups, donc les couche-tard, lâche-tard. Ok. Les ours, le rythme à peu près normal. Et les dauphins, pas beaucoup de sommeil. Donc on a quand même une bonne répartition. Hein. Je trouve que c'est assez. Voilà. Donc en gros, encore une fois, l'idée c'est pas du tout de vous dire on va vous enfermer dans cette case, il faut fonctionner comme ça, etc. Si vous allez vous renseigner même sur Internet, sur ces chronotypes, vous allez voir qu'il y a des espèces de journées types recommandées en termes d'organisation, de productivité pour maximiser sur son rythme biologique. Mais la leçon de tout ça et le message que je voulais vous transmettre, c'est qu'en vous connaissant vous-même et en respectant votre style de productivité qui parfois n'est pas celui que la société nous vend comme étant le bon, on peut maximiser son organisation et avoir plus de résultats en travaillant moins. Ça, c'est la vraie promesse. Et surtout vous dire comment est-ce que je peux organiser mes journées pour surfer sur qui je suis et comment je fonctionne. Si je suis loup, peut-être que je vais lâcher la grappe sur je suis obligé de me lever à 7-8 heures tous les matins. Je vais m'autoriser à me lever à 10-11 heures si j'en ai les capacités, si mes contraintes familiales font que c'est possible. Et je vais dire que je vais bosser de 14h à 23h tous les jours et que c'est mon rythme de travail. Et vous allez voir à quel point, juste en faisant ce changement-là, en vous écoutant, vous allez pouvoir retrouver une organisation de productivité qui vont tout péter en termes de en termes de performance, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est en fonction de ce que vous avez commencé à déceler en vous-même, c'est vous dire quel est l'emploi du temps que je peux mettre en place pour moi, donc à quelle heure je peux commencer à bosser, à quelle heure j'arrête de bosser, quand est-ce que je fais des pauses, essayez de faire des pauses toutes les 2-3 heures et tout, ça c'est important aussi. Et surtout, dernière petite astuce d'organisation, et après je rends le micro parce que je sens que là c'est en mode c'est l'heure. Moi, j'aime beaucoup ce qui m'a énormément aidé aussi en termes de productivité et d'organisation dans mon emploi du temps, c'est de fonctionner par demi-journée thématique ou par journée thématique. C'est-à-dire qu'on a parlé de comptabilité, on a parlé de créer du contenu, on a parlé de prospection, on a parlé de networking, on a parlé de travailler pour ses clients. S'il y en a qui sont dans le produit physique, on peut parler aussi tout l'administratif, la logistique, etc. Ça, ce sont des thématiques. Et plutôt que de dire, par exemple, je vais faire une demi-heure de prospection par jour, est-ce que je ne peux pas regrouper ces tâches et faire une demi-journée de prospection par semaine, une journée création contenu par semaine, 2 jours qui sont consacrés au travail sur mes clients par semaine, etc., etc. Et en regroupant ces tâches, en fait, vous êtes déjà en train de hacker votre cerveau, parce que votre cerveau, c'est très compliqué pour lui de sauter d'une tâche différente à une autre. Ça lui demande toujours des efforts d'adaptation, et donc ça lui prend de l'énergie, et vous, ça vous prend du temps. Alors que quand il répète des tâches qui sont dans la même thématique, il a beaucoup plus de facilité à enchaîner, vous êtes beaucoup plus productif. Donc ça, c'est la petite astuce. Voilà. Je propose... Le meilleur pour la fin. Je propose qu'on prenne un petit temps question. On a grosso modo 1 minute avant de libérer la salle. Donc on va être efficace. Il y a personne avant 10h30. Il n'y a personne avant 10h30, t'as vérifié ? Mais je crois qu'il faut qu'on respecte les horaires quand même. Oui, respectons les horaires. Donc, peut-être Kylian, si tu veux bien passer le micro, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de... Parce que allez, sinon, s'il y en a sortez pas, du lot. bon. Sortez du lot. Allez, bravo, voilà. on peut l'applaudir. Merci. Moi, j'ai une question concernant la notion de business model. Hier, dans une des conférences, j'ai entendu qu'on conseillait d'expérimenter au maximum et puis de fonctionner un peu par essai-erreur pour voir ce qui marchait et de ne pas avoir peur de se planter. Et puis, à l'inverse, je suis passé au stand Pôle emploi où on m'a dit
Eh ben, moi, je vous conseille de faire un business model très approfondi. Et surtout, ne vous lancez pas tout de suite. Et donc, voilà, je voulais avoir votre avis d'expert là-dessus. J'adore le ne vous lancez pas tout de suite. En fait, rien ne se passe dans la vie comme prévu. C'est une donnée universelle. Donc, je ne recommanderais à personne d'attendre l'idée parfaite, le business model, le business plan, les chiffres, etc. parfait, tout millimétré, parce que ça ne se passera pas comme ça. C'est la vie est décidée que ça ne se passera pas comme ça. Donc, en effet, c'est bien d'expérimenter. Après, le but, c'est pas d'expérimenter et faire tout et n'importe quoi et de se disperser, mais de réfléchir à un business model qui est intéressant et en effet d'expérimenter, comme disait Thomas, peut-être pendant 3 mois ou pendant une période, d'analyser si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, d'ajuster. On peut mélanger des business models, enfin des formats d'offres, mais d'abord commencer par un où on est sûr et après diversifier au fur et à mesure. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, de faire d'abord de la prestation avec le client et ensuite on m'a demandé de faire des formations parce que les gens avaient moins de budget et dans ce cas, j'ai étendu mon business model, mais d'abord en commençant par quelque chose qui fonctionne, qui me plaisait, en ajustant et après en adaptant. Je ne sais pas si il y en a qui veulent rebondir. Ouais, un truc qui m'a beaucoup marqué aussi, moi, c'est cette idée que l'action informe la stratégie. C'est-à-dire que tu peux passer des mois et des mois à préparer un business model, etc., tout seul dans ton coin. Une entreprise qui est stable, qui marche, qui se développe, c'est une entreprise qui applique et qui exécute une bonne stratégie. Et pour ça, plus tu peux mettre en place certaines actions, avoir très vite des retours sur ces actions-là et ensuite affiner ta stratégie. Je suis allé un peu à droite, en fait je me rends compte qu'il faut que j'aille un peu à gauche et puis en fait un peu sud-ouest. Plus tu vas être au bon endroit pour avancer dans ce que tu fais. Et donc en soi, on peut passer plein de temps à réfléchir, mais plus tu peux être rapidement aussi dans une logique d'action qui va informer ta stratégie et rectifier la direction que tu prends, plus tu vas pouvoir aussi avancer efficacement. Ouais. Boucle de feedback. Plus les boucles de feedback sont rapprochées entre je fais un truc, je mesure, je vois ce qui a bien marché ou pas et je réitère, plus tu vas aller vite. J'ajouterais juste une dernière chose parce que c'est vrai qu'on a rigolé quand on s'est parlé de Pôle emploi, mais non, mais en vrai, je pense que quand on lance une entreprise avec des énormes coûts, oui, effectivement, ça vaut le coup d'avoir un business model à peu près solide parce qu'il y a des responsabilités, il y a des enjeux financiers derrière, etc. La plupart d'entre nous, ici, on est soit à notre compte, on est plutôt dans de la prestation de service, ou alors certains d'entre vous souhaitent se lancer en micro-entreprise, qui est un statut incroyable parce que justement, si vous n'avez pas... Tu me faisais signe pour quelque chose ou tu faisais... Il fait ses expérimentations dans son coin, c'est parfait. Genre, est-ce que ça marche cette distance? Bref, on a la chance d'être dans des business models où, dans la micro-entreprise, grosso modo, je caricature, mais si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de charges à payer là-dessus. Et donc, c'est un terrain de jeu et c'est un bac à sable incroyable pour tester le plus vite possible dans la vraie vie ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de business model. Donc, je rejoins mes collègues en disant que plus vite vous allez... Alors, faites pas n'importe quoi, réfléchissez pendant 1 journée, 2 journées, mais pas pendant 3 mois. Et plus vite vous allez pouvoir vous confronter à la vraie vie et expérimenter sur le terrain et itérer en fonction des résultats que vous avez ou que vous n'avez pas d'ailleurs, plus vite vous allez avoir des résultats. Voilà. Je suis ravi. D'accord. Une autre question, je te passe le micro. On peut l'applaudir aussi. Bonjour. Déjà, merci pour... Je ne sais pas si vous m'entendez, si c'est bon. Merci pour ce discours qui sort un petit peu du lot de ce qu'on entend. Ça fait du bien. Moi, je suis entrepreneur à l'international. J'ai monté... Depuis longtemps, j'ai créé... Je ne suis pas ma première boîte. Là, j'ai créé une société il y a 5 ans au Pérou. J'organise des voyages pour des francophones au Pérou. Et là, je veux profiter des JO en France pour faire l'inverse, m'adresser au marché sud-américain pour créer un business en France. Voilà. Donc, pareil, vous parlez d'audace. Oui, c'est sûr que pour entreprendre, il faut être audacieux, il faut avoir de l'ambition. Et pour ça, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir, en effet, développer son réseau et pas avoir peur d'enfoncer des portes là où on ne vous attend pas. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'entreprends depuis toujours. Voilà. Et donc, je vous invite à le faire. Trop bien, merci beaucoup pour le partage. Il y a une question là. On est parti en mode partage, c'est parfait. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous tombez malade, etc. Donc, pensez, et ça, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne pensent pas, c'est la prévoyance. Oui. Quand vous tombez malade comme ça, au moins, ça vous couvre tous vos frais. Voilà, juste pensez à ça. Complètement. Merci. Ce que je vous propose, s'il y a d'autres questions, c'est de venir plutôt nous rejoindre sur le stand, comme ça on libère la salle. On a un stand, c'est le numéro G14. À côté des toilettes, j'ai les informations et les directions qui me viennent ici.
C'est un stand qui est pensé comme un salon. Il y a des chaises, il y a des petits ballons cool pour s'asseoir, il y a des bonbons. Donc venez vous installer. Le but du stand, c'est que nous, on puisse vous aider sur vos problématiques, que vous puissiez vous rencontrer entre vous et qu'on essaye de connecter les gens ensemble. Et la troisième chose, à la différence de tous les autres stands du salon, c'est qu'on n'a rien à vous vendre. On est vraiment là juste pour diffuser nos contenus et vous donner du gratuit. Donc le seul truc qu'il y a sur notre stand, c'est un QR code à scanner pour recevoir plus de 300 heures de tous nos contenus gratuits. Et un challenge qu'on vous lance, on a un escabeau pour faire un truc audacieux, pour pitcher votre boîte en moins de 1 minute 30. On vous filme, on vous renverra la vidéo et vous participez à un concours à chaque fois que vous pitchez où on fait gagner plein de trucs cool, certaines de nos formations, des bouquins. Donc si vous avez envie de venir tester le challenge du pitch sur escabeau, c'est sur le stand G14. C'est l'occasion de sortir du lot. Exactement. Merci beaucoup pour votre attention. Oui. Juste un tout petit mot. Moi, j'ai été réquisitionné à 10h par Duno. Donc, je parlais tout à l'heure en rigolant du livre que j'ai écrit, que j'en ai pas vendu 30 millions. Je fais une dédicace à 10h, donc s'il y a des gens qui veulent venir me voir. Non, mais ça me fera très plaisir de discuter avec vous et de vous présenter le livre qu'on a écrit avec Valentin. Et le livre, j'essaie d'être cohérent aussi. Le titre va vous surprendre, mais je vous expliquerai pourquoi, c'est très intéressant. Ça s'appelle Publier de la merde avec style. Et on n'encourage pas à ce que vous fassiez de la merde. On vous encourage par contre à accepter d'être nul pour pouvoir pratiquer et ensuite devenir bon dans ce que vous faites. Et donc c'est une liste de principes que, avec Valentin, qui est mon co-auteur, on a essayé de déminer depuis quelques années. Donc si ça vous intéresse de venir en parler ou même de juste discuter, n'hésitez pas, à 10h sur le stand d'Uno. Merci. Et juste pour ceux qui veulent bien, si ça vous va, faire un petit selfie tous ensemble. Non, mais juste faire une petite photo de souvenir, parce que personnellement c'était une de mes premières grosses conférences, donc je suis célébrer le moment. Organisation, mais Et on dit tous ouais, SME, SME. merci tout le monde et bon salon. SME à 3.